On va passer à la seconde partie qui consiste en des retours d'expérience, notamment sur tous les dispositifs de justice restaurative. Il y a eu pas mal de questions sur les différents dispositifs et vous aurez les réponses lors des partages d'expérience. En premier, on va accueillir Marion Trottignon, qui est chargée de projet justice restaurative à l'Avimège, qui est une association d'aide aux victimes à Meaux, et Noémie Micoulet, coordinatrice de l'antenne sud-est de l'IFJR, et elles vont nous parler de la médiation restaurative. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente Marion Trottignon. Je suis juriste et médiatrice à l'Avimège, donc l'association d'aide aux victimes de Seine-et-Marne. Je suis plus spécifiquement chargée de mettre en œuvre et de développer des mesures de justice restaurative sur notre département, dans un partenariat étroit avec l'administration pénitentiaire, les tribunaux, et bientôt sans doute avec la PJJ aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de développer la justice restaurative à l'échelle de notre département pour le maximum de personnes. Et je suis Noémie Micoulet, donc je suis coordinatrice de l'antenne sud-est de l'Institut français pour la justice restaurative et je suis amenée également à animer des médiations restauratives. Marion et moi, on s'est partagé la présentation sur la médiation restaurative, donc on interviendra chacune au fur et à mesure. Je vais commencer par vous présenter qu'est-ce qu'on entend par médiation restaurative. Il s'agit en fait d'une possibilité qui est offerte pour les personnes qui sont concernées par la commission d'une infraction, d'une même infraction, d'envisager un espace de dialogue afin d'évoquer les répercussions de l'infraction. Qui sont les personnes qui peuvent accéder à ces médiations restauratives? Eh bien, je parlais donc de toutes les personnes concernées, ça veut dire la personne victime, la personne autrice, mais également leurs proches. Comme je rappelle des évidences, mais ce sont des espaces qui sont volontaires, qui sont confidentiels, qui nécessitent un temps de préparation et qui nécessitent aussi que l'auteur ait reconnu les faits. Cet espace de dialogue, ici, on préfère entendre le mode espace de dialogue plutôt que rencontre, dans la mesure où cet espace de dialogue, il peut très bien se matérialiser par la rencontre en physique des deux personnes concernées, mais il est aussi possible que celles-ci échangent par le biais d'une lettre, par le biais de SMS, peut-être par le biais d'un enregistrement audio. Ça peut être aussi des personnes qui vont se parler comme nous échangeons aujourd'hui par le biais de visio ou par toute autre alternative qui répondrait à leurs besoins, à leurs attentes et qui permettrait à cet espace de dialogue d'avoir lieu. Cet espace de dialogue, cette médiation restaurative, elle est rendue possible par l'accompagnement d'une ou d'une médiatrice formée spécialement à cet effet et qui permettra d'envisager la médiation restaurative avec les personnes. On va vous présenter un peu plus après la demande de médiation, comment est-ce qu'elle peut venir, mais elle peut indistinctement venir soit de la personne victime, soit de la personne autrice, soit des proches. Je vais vous donner juste des caractéristiques aussi de la médiation restaurative. Le seul objectif, c'est le dialogue. La méthode pour atteindre cet objectif, c'est le dialogue. Donc, comment est-ce qu'on fait? L'approche de la médiation restaurative ici est axée sur la préparation des participants. Et une dernière chose assez essentielle, c'est la question de la posture du médiateur, de la médiatrice, est absolument déterminante dans ce processus. Voilà, Marion, je vais te laisser continuer sur le processus en tant que tel. Alors, du coup, je vais intervenir un peu plus sur le processus de médiation et notamment le rôle du médiateur dans ce processus. Au vu des questions que j'ai vues passer aussi en amont, je vais essayer d'être attentive pour vous apporter quelques éléments de réponse sur l'articulation avec les magistrats notamment et éventuellement les avocats dans ce processus de médiation. Le principe, en tout cas, c'est que le médiateur est vraiment centré sur la personne qui fait la demande au départ, puis le destinataire, et il va vraiment s'adapter aux besoins de ces deux personnes-là tout au long du processus. En fait, l'articulation avec les magistrats, elle se fera pour accompagner au mieux la demande, et l'intervention des avocats, c'est si les personnes ont besoin de se tourner vers leur avocat comme soutien ou pour vérifier certains points. Mais l'avocat en tant que tel n'interviendra pas nécessairement sur la médiation et sur l'échange qui a lieu, sauf, encore une fois, si c'est la volonté des parties et que c'est validé par tous. Le rôle premier du médiateur, en fait, les objets sur lesquels il se centre tout au long de ce processus, c'est de permettre un échange et de garantir la sécurité de tous les participants.
Et en fait, ce qui va lui permettre de faire ça, c'est de nouer une relation de confiance avec chacun pour que les personnes lui donnent, je dirais, lui donnent à voir ou lui donnent accès à l'ensemble des conséquences, des répercussions que l'événement subi ou commis a eu dans leur vie et toutes les dimensions que ça impacte dans leur vie et dans le processus qu'ils engagent aujourd'hui. Donc, on va travailler sur les représentations, les perceptions, les attentes et les craintes par rapport au processus de médiation, les représentations qu'on se fait de l'autre, les limites qu'on peut avoir en s'engageant dans ce processus, les soutiens dont on dispose. Voilà, c'est un peu toutes ces dimensions-là qui doivent être explorées et accompagnées par le médiateur. Et le but étant d'aider les personnes à se projeter, à imaginer un petit peu l'échange et la manière dont il pourrait se dérouler, et de définir ensemble les modalités de l'échange qui vraiment garantiront un dialogue le plus sécurisé possible pour chacun des participants et leur bien-être en fait dans ce processus. Donc, je vais peut-être aller un petit peu plus vite sur, sur les étapes. En tout cas, quand une médiation restaurative, c'est une demande, c'est une démarche et une demande volontaire. Donc, il y a une des personnes qui formule cette demande, soit auprès d'un professionnel, des fois auprès d'un avocat qui va relayer, parfois c'est le conseiller d'insertion et de probation, le psychologue de l'association aide aux victimes. En tout cas, c'est une personne qui fait cette démarche-là et le médiateur est là pour accueillir cette demande, identifier avec la personne les motivations, les raisons pour lesquelles elle engage cette démarche, lui apporter toutes les informations sur le processus et l'aider à envisager la manière dont on va transmettre cette demande à l'autre participant ou en tout cas à la personne à qui est destinée cette demande de médiation, le proche, l'auteur ou la victime. Le rôle du médiateur est ensuite de transmettre cette demande et c'est là où il y a une première articulation éventuellement avec les magistrats selon le stade de la procédure, qu'on soit en pré ou en post-sententiel. Le médiateur aura à informer le magistrat qui a le suivi de cette procédure, donc juge d'instruction, juge d'application des peines. En tout cas, de mon expérience, c'est le plus, voilà, c'est dans ces situations-là qu'on est amené à être en contact avec les magistrats qui n'ont pas tout à fait le même rôle. En pré-sententiel, effectivement, le juge d'instruction doit donner son accord à ce processus. En post-sententiel, on est dans un rôle un peu différent. On informe le magistrat du processus qui se déroule, mais on n'a pas besoin de l'accord de ce magistrat puisqu'il n'est plus en responsabilité sur la procédure en cours en tout cas. Ce qu'il peut faire en revanche, c'est lui qui va autoriser un échange et les modalités de l'échange quand il y a notamment des interdictions de contact. Donc il faudrait prendre un petit peu plus de temps si besoin, mais en tout cas, à ce stade, le magistrat peut avoir un rôle important à jouer et accessoirement, c'est aussi par l'intermédiaire du magistrat qu'on peut avoir les coordonnées de l'autre partie pour la contacter. Ensuite, on transmet cette demande, on contacte la personne. Alors, c'est toujours une phase un petit peu délicate, cette transmission d'informations. L'autre reçoit cette info du jour au lendemain sans être. C'est pas lui qui a fait le cheminement pour engager le processus de médiation. Donc, c'est une étape un petit peu délicate, mais qui se fait. Il faut la faire. C'est notre rôle de médiateur. Et quand on contacte l'autre partie, l'objectif, c'est de lui donner rapidement une information sur le cadre, quel est ce processus de médiation, et surtout de lui transmettre les raisons pour lesquelles l'autre souhaite un dialogue et engager un dialogue. À partir de là, on a plusieurs options. Soit la personne accepte et on engage un processus de préparation, soit c'est un refus ou un silence, je dirais, quand on n'arrive pas à joindre l'autre partie. Si c'est un refus, le processus s'arrête là, chacun étant libre d'y mettre fin à tout moment. Si la personne accepte, on rentre dans une phase de préparation et c'est là presque que le rôle du médiateur est le plus important puisque c'est à ce moment-là que le médiateur va explorer avec la personne toutes les dimensions et tout l'impact que cet événement a dans sa vie et puis surtout se projeter sur la manière dont l'échange pourrait se dérouler. On va partir de soi et aller vers l'autre et envisager cet échange. Qu'est-ce que j'attends de cet échange? Comment je vais recevoir les attentes de l'autre personne? Quelles sont mes limites pour dialoguer avec l'autre? Mes craintes? Est-ce que j'ai des soutiens, des ressources pour m'engager dans cette démarche? Est-ce que l'autre a des attentes
qui m'inquiète. S'il est différent de tout ce que j'ai imaginé, comment je réagis, comment il va réagir à mes demandes, et l'interaction, comment va-t-elle se passer? Vous voyez, je pourrais faire une énumération extrêmement longue des dimensions à explorer, mais l'enjeu dans tout ça, j'y reviens, et puis Noémie pourra en redire quelques mots, je pense, c'est vraiment de garantir la sécurité de chacun. C'est un travail qui est fait avec chacun de manière individuelle. Et l'enjeu derrière, c'est que lors de l'échange, quelle que soit la modalité de cet échange, on puisse être sûr que la personne ne soit pas menacée dans son bien-être psychique et physique, qu'elle a tout le soutien nécessaire par le médiateur, bien sûr, mais à l'extérieur aussi, les professionnels et son entourage. Notre rôle de médiateur est de s'assurer effectivement que les attentes des parties, des personnes qui participent à la médiation sont congruentes, qu'elles peuvent se rencontrer. Voilà, à peu près sur le processus en tant que tel. Si toutes ces conditions sont réunies, alors, à l'issue d'un certain nombre d'entretiens, c'est une collaboration entre les participants et le médiateur, et c'est une décision qui est commune de considérer qu'on est prêt à un moment pour engager l'échange, qu'on a déterminé les modalités qui nous conviennent, avec lesquelles on se sent à l'aise, et alors on organise cet échange qui prendra des formes bien différentes. J'étais un petit peu longue, je crois. Noémie. Je voulais juste rajouter un point clé, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que la posture du médiateur, c'est un point essentiel au sein de ces médiations restauratives. Et une des choses qui me semble important de rappeler, c'est que nous ne sommes pas experts de la situation des personnes. Ce sont elles qui sont expertes. Et qu'on n'est pas là pour transformer ni les personnes, ni les situations. Et une chose aussi essentielle au travers de notre posture d'animateur, et c'est ça aussi qu'il me semble important de préciser, c'est que ce sont les personnes qui nous autorisent à les accompagner dans cette situation très importante, très importante dans leur vie au moment où ils font cette demande. Et donc, c'est aussi à nous, en tant que médiateurs, de prendre, de prendre conscience aussi de ces enjeux-là autour de notre posture. On souhaitait aussi évoquer avec vous le fait que, mais ça a déjà été dit dans les interventions précédentes, mais on va le rappeler, il n'y a pas d'infraction interdite pour les médiations restauratives. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre des précautions, il faut faire attention aux situations des personnes. Et nous, en tant que médiateurs, notre enjeu, c'est est-ce que les personnes sont en capacité d'aller dans ces espaces de dialogue. Donc vraiment, l'enjeu se situe autour de ça. Mais il ne s'agit pas de penser à la place des personnes ce qui serait meilleur pour elles, mais vraiment de les accompagner dans ces espaces-là. On nous a demandé de vous donner quelques exemples, quelques retours d'expériences, d'infractions qui ont été concernées. Qu'est-ce qui motive les demandes de ces médiations? Et Marion nous a beaucoup de médiations et de demandes aussi. Donc, on a fait... voilà, je te laisse continuer sur ces demandes-là que notamment à la Vimèche, vous recevez. Alors peut-être en préalable, voilà, c'est des informations. Pardon? Oui, je disais peut-être plus précisément sur pourquoi les personnes vont dans ce type de médiation, finalement. Peut-être plus précisément sur ça. Donc les demandes de médiation que je prends en charge, donc c'est sur les chiffres que je vous donne, c'est sur les 3 dernières années, c'est sur l'année 2018, 2019 et 2020, au moment où on a commencé à mettre en place. Et voilà, c'est la réalité de notre territoire en Seine-et-Marne, sachant que le partenariat était très développé avec le service pénitentiaire. Donc on a par exemple en proportion beaucoup plus de demandes d'auteurs que de victimes, et c'est en train d'évoluer en fait. Mais l'information des victimes demande un peu d'autres outils, je dirais, alors que l'information des auteurs en établissement pénitentiaire se faisait plus facilement. Mais en gros, les chiffres sur une quarantaine de situations de demandes de médiation prises en charge, il y a 44% qui concernent des faits de violence sexuelle, 25% des violences physiques. Alors, dans les agressions physiques, je suis vraiment rentrée, les violences jusqu'à l'homicide. 25% concernent des situations de vol aggravé, vol avec arme ou avec violence, et 2 demandes, donc 5%, concernent les accidents de la route. Et en fait, quand on rapproche tout ça, ce qui ressort en tout cas, c'est que sur 43 demandes de médiation, une seule est une atteinte au bien simplement. L'ensemble des demandes de médiation que j'ai eu à traiter, en tout cas, concernent des atteintes aux personnes et sont toutes en matière criminelle.
Voilà. J'ai très peu de demandes également en pré-sententiel, j'en ai traité 3, mais l'ensemble est plutôt soit après un classement, soit en post-sententiel. Voilà. Et pour me recentrer sur peut-être ce qui est le plus, je dirais, le plus parlant pour comprendre ce qui amène les personnes à s'engager dans ce type de démarche, je vous livre quelques exemples. J'ai thématisé un petit peu pour moi les motifs, les raisons pour lesquelles les gens faisaient cette demande. Il y a une certaine réciprocité. Et une des premières choses qui est mise en avant souvent, c'est la question de comprendre. Avec pour les auteurs, plutôt une question de comprendre les conséquences de ces actes, arrêter d'imaginer l'impact que ça a eu sur la victime, pouvoir y faire face. Pour les victimes, ça va être la question de pourquoi il a fait ça, pourquoi moi, je ne le connaissais pas de cette manière-là, j'ai vu une autre personne, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, je ne sais plus qui c'est. Voilà, donc beaucoup de questions autour de la compréhension. Une démarche qui est souvent motivée aussi par la nécessité de donner du sens à ce qu'on a vécu. Donc pour les auteurs, c'est de se dire mais je dois répondre à toutes leurs questions, je dois expliquer pourquoi je n'ai pas parlé au procès, ce que j'ai compris aujourd'hui de mes actes, j'ai avancé. Et pour la victime, vouloir expliquer pourquoi on a maintenu sa plainte, on est allé au bout, comprendre qui était la personne, vu que ma fille était avec cet homme qui l'a tuée, j'ai besoin de comprendre ce qu'elle a aimé chez lui. Voilà, ça c'est une autre thématique. S'assurer de la situation de l'autre, ça c'est quelque chose qui est régulièrement posé aussi avec des auteurs très en demande de faire face, de savoir si les personnes vont mieux, si elles sont toujours, si elles arrivent à avancer ou si en gros ce qu'elles ont fait, ce qu'elles leur ont fait subir, les a figées dans quelque chose. Et pour les victimes, pardon, excusez-moi, pour les victimes, c'est s'assurer que l'auteur reconnaît toujours les faits, connaître son état d'esprit quand il sortira. Est-ce qu'il va venir chez moi? Est-ce que sur la question de peur, notamment, beaucoup. Trouver de l'apaisement, c'est forcément, heureusement, une démarche aussi qui est souvent mise en œuvre pour ça. Pour un auteur qui est pris par la honte, la culpabilité, de vouloir trouver une paix intérieure, de se dire qu'il est responsable de la destruction de plusieurs familles et de vouloir permettre à tout le monde d'avancer avec ça. Des victimes qui ne veulent plus être dans la colère, ne plus avoir peur et qui se disent que cet espace peut peut-être leur permettre ça en exprimant tout ce qu'elles ont sur le cœur. Voilà, avancer. Des choses qui sont tout à fait réciproques, là, des gens qui évoquent le fait de se sentir bloqué, de stagner, des auteurs qui disent qu'ils ont besoin d'aide pour réfléchir et qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que la victime qui va les aider à avancer, ou il n'y a qu'à travers elles qu'ils vont pouvoir montrer qu'ils ne sont pas qu'un monstre, qu'ils ne se résument pas à l'acte qu'ils ont commis. Des victimes, elles, qui veulent reprendre le dessus, redevenir un peu actrices aussi. Et engager cette démarche, c'est un moyen de reprendre un peu de pouvoir d'action et de déterminer ce qui est utile pour soi quand le procès n'a pas répondu, quand on a besoin de voir la personne, de mettre un visage, de nommer des choses. Et ça, c'est une démarche qu'elles engagent là. Et puis enfin, pour finir, et ce serait un vaste sujet, mais la question du pardon est 3/4 du temps abordée par les personnes, et notamment par les personnes condamnées qui évoquent qu'elles aimeraient s'excuser, demander pardon, beaucoup de discussions sur le fait que ce soit inentendable ou inacceptable, et en tout cas qu'il y a quelque chose qui fait partie vraiment de leur demande. Et des victimes qui, justement, vont pouvoir dire soit que j'ai envie de lui parler, mais c'est hors de question que je pardonne. En tout cas, la question du pardon est quasiment systématiquement abordée dans ces processus de médiation. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous donner à voir sur ce qui amène les personnes à faire cette démarche-là. Noémie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est très complet. Bon, merci Noémie, merci Marion.